excellence qui est dans les pays ex-colonisés ou économiquement dépendants. Et c'était le cas dans énormément de régimes de l'Amérique latine dans les années 30-40, surtout après la crise de 29, c'était une réponse générale de la bourgeoisie. Et des exemples sont Cárdenas au Mexique, Perón en Argentine, Vargas au Brésil et Arbenz dans les années 50, un peu plus tard, à Guatemala. Et je vais vite fait esquisser le cas de Cárdenas au Mexique. Après la révolution mexicaine des années 22, 1910 à 20 plus ou moins, ou 17. Et les rapports de classe en présence étaient les suivants. Au début, il n'y avait pas vraiment de bourgeoisie proprement dit qui arrivait à accomplir les tâches de la révolution démocratique. Il y avait des propriétaires terriens, des multinationales de chemin de fer, des propriétaires des mines et des spéculateurs banquiers, mais ce qui, en ensemble, ne faisait pas encore une bourgeoisie. Elle était très faible. Et il y a une couche petit bourgeois qui prend les armes et qui veut accomplir des choses, la révolution démocratique, et qui se base sur la paysannerie en grande partie, qui est sa base sociale, qui sont ceux qui combattent dans les armées révolutionnaires. Et après la révolution, il y a une petite couche petit bourgeoise qui construit cet État fort dont l'objectif est de garantir les conditions pour le développement du capitalisme au Mexique. Et ici, le bonapartisme, si on dit que c'est la classe bourgeoise qui se renie pour se sauver soi-même, au Mexico, ça voulait dire que l'État doit construire une classe bourgeoise qui fait la tâche de construire le capitalisme. Et de garantir un espace entre le développement propre et l'impérialisme qui est très fort pour la bourgeoisie, pour qu'elle ait un espace pour se développer. Et du coup, c'est le bonapartisme sui generis, parce que l'État directement est le chef de la société de classe, et qui essaye même de créer des classes plus ou moins artificiellement comme la bourgeoisie. Et ici, c'est clairement un État qui est au-dessus des classes. Et de nouveau, il a pendant une période réussi à développer les forces productives. Il a, à l'aide des nationalisations des chemins de fer et du pétrole notamment, et il a aussi appliqué une réforme agraire, et du coup, ceci lui a permis de se construire une base sociale, paysanne et ouvrière avec le temps aussi, ce qui a permis de stabiliser pendant une relativement longue période le bonapartisme au Mexique. Mais à partir d'un certain moment, et notamment la relation avec l'impérialisme, les contradictions sont devenues trop grandes parce que c'est un régime bourgeois où sa base ouvrière et paysan, à un certain moment, notamment de crise économique, entre en choc avec ce régime parce que ça ne correspond pas sur la base de classe. Mais c'était un bonapartisme relativement stable qui appliquait son programme. Après cet exemple, j'aimerais passer au cas de France que j'ai essayé de comprendre. Vous compléterez les situations si c'est besoin. J'aimerais parler de... Ouais. Et ce que j'aimerais insister dans les cas d'exemple français, c'est que le bonapartisme, c'est toujours un processus, et c'est un processus de lutte entre les différentes classes. Il y a toujours une motivation de la bourgeoisie pour appeler un bonapartisme ou pour permettre l'ascension d'un bonapartiste, et que ce processus de se hisser au-dessus des classes, c'est pas quelque chose de facile. Je sais pas si vous êtes déjà monté en cheval, parce que la première partie difficile, c'est juste le fait de monter. Je vais sauter le régime de Pétain et la Deuxième Guerre mondiale. Vous pouvez le compléter dans la discussion. C'est déjà un cas de bonapartisme. Mais après, De Gaulle, la première fois qu'il a essayé d'aller au pouvoir, c'est à la fin de la guerre. C'est pendant cette période de la libération en France. Et c'était évident qu'il était un candidat Bonaparte, il voulait aller au pouvoir, et sa vision, c'était un régime militaire aussi, une sorte de dictature militaire avec lui comme chef. Mais c'était la question des conditions et des rapports de classe qui ne lui permettaient pas de le faire. Et Trotsky appelle cette situation
une Kerenskiade, genre comme l'essai de Kerensky de devenir Bonaparte en 17, parce que la situation c'était la suivante, non? La bourgeoisie était, particulièrement la bourgeoisie française, était délégitimisée à cause de la collaboration avec le régime d'avant, le régime bonapartiste ou semi-fasciste. Et du coup, il n'y avait pas d'État fort pour s'appuyer, parce que la police était également totalement délégitimisée. Et c'était en France et au niveau international en Europe, c'était un rapport de classe très favorable au prolétariat, parce que la Russie a gagné la guerre plus ou moins. Et du coup, la classe ouvrière en France, elle était très consciente, elle était confiante en soi-même aussi, à cause de la résistance que plus ou moins les communistes ont gagnée. Et du coup, dans les élections en 1945, les partis de gauche, les deux partis, ils avaient 51% du vote. Ce qui montre que la prolétariat était très fort politiquement. Mais ces organisations, et particulièrement le Parti communiste, en fait, il a paralysé le mouvement et il a fait qu'il ne peut pas prendre des initiatives propres, même dans une situation de force extrême. Mais la bourgeoisie, elle pouvait quand même pas se permettre de provoquer le prolétariat. Et du coup, devant ce rapport de classe très favorable au prolétariat, ils n'ont pas pu instaurer un Bonaparte, ça aurait été dangereux. Et du coup, ils ont choisi une autre stratégie que nous on appelle la contre-révolution démocratique, où ils ont instauré et permis les libres lois démocratiques. Mais De Gaulle doit, en 1946, il se retire parce qu'il comprend qu'il ne peut pas faire ce pas de se hisser au-dessus de classe. Et dans cette situation, politiquement aussi, le fait de comprendre qu'est-ce qu'est le bonapartisme et que la situation qu'il y avait, ce n'est pas du bonapartisme parce que Napoléon ne réussissait pas à monter sur la situation, était politiquement très importante et la majorité des trotskistes à cette époque, ils ne comprenaient pas le bonapartisme et la situation. Et du coup, ils pensaient qu'en Europe, partout, il y a des franco au pouvoir. Et du coup, ils avaient une fausse analyse qui faisait des fausses perspectives pour le mouvement. Ils croyaient que la guerre, elle va continuer. Et donc, ils avaient aussi une fausse pratique généralement en Europe. Après, De Gaulle, il essaye une deuxième fois en 1951. Il ne réussit pas. Parce que, notamment, la raison principale, c'est qu'il y avait toujours la croissance économique et la bourgeoisie, elle ne voulait pas la partager avec De Gaulle. Mais une troisième fois, en 1958, il réussit de se hisser en dessus de la société. Mais c'est une situation particulière et il faut se rappeler des explications que j'ai données au début. La bourgeoisie française se sentait menacée dans son droit de propriété, mais dans le cas particulier, c'était le droit de la propriété des colonies et notamment de l'Algérie. Et du coup, dans cette situation où elle se sentait menacée, elle avait besoin de quelqu'un qui résout le problème de l'Algérie et de l'indépendance des colonies en général, coûte que coûte, parce qu'eux, ils ne réussissaient pas. Et sur cette base, sur cette nécessité, et aussi sur la base d'un mouvement des Français de l'Algérie et des officiers réactionnaires et des parachutistes, Napoléon, non, De Gaulle, merci, a réussi de se mettre en dessus de la société, mais c'est une base sociale faible, surtout en France elle-même. Et par exemple, la police de Paris était au début pas sur son côté et appliquait les répressions à l'encontre de lui. Mais la variable la plus importante, c'était qu'il y avait un prolétariat relativement ou objectivement fort en place, mais il était bloqué dans son agitation et dans son action de nouveau par le Parti communiste qui faisait juste rien et qui empêchait les initiatives autonomes du prolétariat. Et du coup, dans cette situation de blocage de la gauche du prolétariat, De Gaulle a réussi à se mettre à la tête de l'État, mais il avait aussi besoin de plusieurs votes et de magouilles, ce qui montre qu'il était en train de tâtonner le terrain et qu'il n'était pas très sûr.
et ce qui s'explique par sa base sociale très faible. Par exemple, il a gardé pendant toute la période, il a gardé un premier ministre et un parlement à côté. Il n'a pas dissous ses libertés démocratiques. Et le plus important, c'est vu qu'il n'arrive pas à se construire une base sociale, il n'a pas le pouvoir d'appliquer son programme pleinement. Parce qu'il ne fait pas ce pour lequel il était appelé par la bourgeoisie à sa place. Il résout le problème de l'Algérie et des colonies, mais ils reçoivent tous l'indépendance, qui était le contraire de ce que voulait la bourgeoisie. Et il échoue. Il avait une deuxième tâche, c'était la modernisation de l'appareil productif français, qui était beaucoup moins productif que l'allemand, par exemple, et il n'arrive pas à faire ça. Du coup, à la fin, il est destitué par un mouvement révolutionnaire de masse qui est mai-juin 68, où il peut encore une fois sauver le capitalisme français à l'aide du Parti communiste nouveau, mais après il est mort politiquement, il disparaît pendant genre 13 mois après, je crois, ou 18 mois après. Et ceci, des exemples de la France du bonapartisme. Et maintenant, j'aimerais passer au Brésil, parce que là se pose aujourd'hui, de manière plus criante, la question, est-ce que le régime est bonapartiste ou pas? Et j'aimerais commencer en 2012 pour décrire la situation d'abord, où on a déjà une situation où le PT, c'est une crise économique et le PT a trahi sa base ouvrière très, très large. Et cette délégitimation du PT, elle entraîne avec elle-même toutes les institutions bourgeoises qui sont délégitimées aussi. Et il y a une situation où la bourgeoisie contrôle plus, en tout cas la bourgeoisie la plus intelligente, contrôle plus ses propres parlementaires bourgeois. Et il y a ce soulèvement de 2013 où une augmentation de billets de bus fait qu'il y a des manifs de masse où la bourgeoisie comprend que son régime est en péril. Et le PT applique énormément de répression dans cette situation. Et du coup, la bourgeoisie, en réaction, elle essaie de faire quelque chose pour sauver son régime. Et un élément, c'est que le pouvoir judiciaire essaye de se mettre en dessus de la société et il lance ce programme anticorruption, supposément, qui s'appelle Lava Jato, où il essaye, où une instance de l'État essaye de faire le nettoyage politique pour pouvoir rétablir des partis que les gens ont plus confiance. Ils essayent eux-mêmes de nettoyer les vieux politiciens et faire un lavage du système de représentation politique. Et du coup, c'est déjà un élément de bonapartisme dans la situation. On arrive à l'élection en 2018, où le PT a le mot d'ordre de défendre la démocratie dans un front populaire, en quelque sorte, avec les partis bourgeois, contre Bolsonaro. Et en fait, les élections montrent que les gens s'en foutent un peu de cette démocratie, parce qu'il ne leur permet pas à bouffer. Et il y a un vote pas seulement pour Bolsonaro, mais aussi une abstention énorme, où cette argumentation qu'il faut sauver la démocratie tire, apparemment, ça ne fonctionne pas. Et un élément qui était important pour le succès électoral de Bolsonaro, c'était de nouveau une désillusion très forte du prolétariat à cause du PT, à cause de son organisation. Mais dans cette situation, Bolsonaro, il disait ouvertement ses aspirations bonapartistes, non? Ou même lui-même, il parlait très bien du régime de dictature militaire qu'il y avait, des choses comme ça, qu'il voulait faire la même chose. Et donc, la question, c'est comment caractériser le régime actuel, et surtout pour savoir comment lutter et quel est notre combat maintenant au Brésil. Et donc, on doit faire la même analyse qu'on a fait en haut sur De Gaulle, sur Bolsonaro. C'est clair qu'il a des aspirations comme De Gaulle en 46, en 45, il a des aspirations, ça c'est clair. Mais la question c'est, arrive-t-il à se hisser au-dessus des classes? Et ça, c'est pas encore décidé, selon nous, au Brésil aujourd'hui.
Et on peut regarder en live, plus ou moins, comment il essaye de le faire. Le contexte, c'est clair. Le contexte, c'est une crise économique profonde. Et la bourgeoisie, elle a besoin de gouvernements forts qui appliquent toutes ces contre-réformes nécessaires au Brésil, dans un pays économiquement dominé, pour l'accumulation du capital. Mais ce qui est clair aujourd'hui, si on regarde, c'est qu'il n'a pas de base sociale forte. Il n'a pas de mouvement de masse petits bourgeois qui réprime. Ça n'existe pas. Et du coup, ce qui est déjà exclu, c'est le fascisme, non? Parce qu'il n'arrive pas à interdire les organisations ouvrières, par exemple. Du coup, le fascisme que beaucoup de monde dit, ça c'est exclu, mais la question maintenant, est-ce que c'est du bonapartisme? Et ce qui est un élément intéressant, c'est que dans une situation où la crise elle est déjà profonde, il n'a plus les réserves pour se construire une base sociale forte. Et une partie de la base qui lui a élu au gouvernement est déjà en train de s'en aller à cause qu'il voit maintenant la politique qu'il applique vraiment. Il essaye actuellement de se construire une base sociale, notamment grâce aux églises évangéliques en Brésil, mais pour le moment, ça n'a encore rien donné, il ne peut pas librement disposer de cette base. Et en plus, il y a de nombreux conflits dans le gouvernement, et quasi la première chose qu'il a fait quand il était élu, il a commencé des conflits avec les généraux de l'armée brésilienne, et du coup, aujourd'hui, il ne peut pas inconditionnellement disposer sur les forces de l'ordre, non? Parce que l'armée ne fait pas ce que lui, il veut. Et dans la situation ouvrière, pour revenir à la condition de Trotsky, qu'il faut avoir un mouvement ouvrier désillusionné, c'est que en fait, aujourd'hui, la classe ouvrière brésilienne, elle n'était pas encore vaincue ouvertement dans une bataille vive, non? Il y a des éléments de désillusion liés à sa direction politique, au PT, mais elle n'a pas subi d'échecs sanglants ouverts, non? Elle n'est pas brisée actuellement, si on compare avec l'Allemagne des années 30. Et en plus, les syndicats, ils existent, il y a des structures qui structurent la classe, et bien que la direction politique de ces organisations, et notamment des syndicats, est totalement inutile pour l'autodéfense du mouvement ouvrier, les organisations, ils existent. Et donc, si en dernière instance, c'est cette question du comportement du mouvement ouvrier qui décide sur la situation et qui décide sur le fait s'il arrive à se hisser au-dessus de la société ou appliquer son programme. Et son programme, c'est clair, c'est rétablir les conditions de la libre accumulation de capital, ce qui, sous une crise économique, est un programme de contre-réforme super agressif. Et c'est cet objectif pour lequel la bourgeoisie lui a appelé, plus ou moins, ou une partie de la bourgeoisie. Mais pour l'appliquer, il doit vaincre la classe ouvrière et il doit appliquer la répression jusqu'à ce qu'un moment où elle est désillusionnée et où il peut appliquer son programme. Mais aujourd'hui, on n'est pas encore là. Nous, on dit que c'est un régime qui a une aspiration clairement au bonapartisme, où il y a des éléments de bonapartisme, par exemple le système judiciaire qui essaye de se lever ou se lève partiellement en dessous des relations de classe. Mais ce qui est important, c'est ce processus de monter sur le cheval. Et si on regarde les conséquences d'une mauvaise application de méthode ou d'une fausse application du bonapartisme, parce que après ça donne des mots d'ordre et des appréciations erronées qui bloquent la pratique politique. Le PT et le PSOL, c'est le parti de gauche où nos camarades ils militent au Brésil, eux ils défendent que le bonapartisme ou même le fascisme il est déjà là, et du coup nous, la classe ouvrière est dans une situation défensive. La réaction elle est maître, ils disent, la réaction elle est maître de la situation
Et du coup, ils appliquent une stratégie de défendre les meubles, de défendre la démocratie dans l'abstrait et de faire alliance avec les partis bourgeois à ce fin. Et un exemple pour illustrer cela, il y a un parlementaire du PSOL qui était menacé par des groupes d'extrême droite parce qu'il était gay. Et sa réaction, c'était de se réfugier en Europe parce qu'il disait la répression est déjà au pouvoir et tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est autodéfense de nous-mêmes, de nos organisations, mais entièrement passif. Et il a refusé de mener une bataille en sa défense parce qu'il disait le prolétariat est passif et du coup on ne peut pas s'appuyer sur le prolétariat pour nous défendre. Et du coup, ceci montre que l'incompréhension de ce qui est le bonapartisme fait qu'on se concentre sur les mauvais éléments. Et si on comprend qu'est-ce qu'est le bonapartisme, on regarde les variables clés pour comprendre qu'est-ce que c'est. Et du coup, si on comprend que l'élément maintenant, la question, c'est la montée sur le cheval, les variables qu'il faut analyser, c'est les rapports de classe et la manière comme le prolétariat essaye de se défendre contre les attaques et contre Bolsonaro. Et donc, nous, on dit que ce qui est la perspective immédiate au Brésil, c'est une période de lutte parce qu'on se trouve dans la période qui précède le bonapartisme actif ou le bonapartisme qui applique son programme. Et c'est toujours dans la phase d'avant où se décide si Bolsonaro va pouvoir le faire dans le futur. Et donc, en fait, nos camarades, ils disent que potentiellement, cette question de lutte, elle n'est pas encore résolue, elle n'est pas encore décidée. Et potentiellement, ce qu'on se pose, c'est devant une situation pré-révolutionnaire qui pourrait s'installer dans peu de temps. Et donc, l'issue de cette situation de lutte féroce décidera sur le fait si Bolsonaro peut se hisser en dessus et appliquer le programme nécessaire pour les capitalistes brésiliens aujourd'hui. Mais dans cette situation, ou dans cette appréciation qui est évidemment contraire à ce que pense la direction du PT et du PSOL, notre tâche, c'est pas inconditionnellement défendre la démocratie. Et même si, et ça c'est hypothétiquement, même s'il y aurait déjà un gouvernement bonapartiste fixe qui s'est installé, premièrement, il faudrait prendre des mesures d'autodéfense de masse, non? Il faut assurer dans une situation de répression que nos organisations ne seront pas détruites, mais évidemment, ce n'est pas ce qui est nécessaire aujourd'hui au Brésil. Et en plus, si nous, on défend la démocratie, premièrement, c'est jamais en alliance inconditionnelle avec les partis bourgeois qui sont responsables pour la situation. Et deuxièmement, on défend les libertés démocratiques en tant qu'outil, en tant que situation qui nous permet de mieux nous organiser. Et troisièmement, on ne les défend jamais juste parce qu'on défend les droits et les lois, mais on défendrait les libertés démocratiques dans un programme social ensemble qui explique aux gens que ces mesures sont nécessaires pour améliorer la situation. Mais pour ça, il faut aussi expliquer comment, avec la démocratie, tu peux mieux défendre la position du prolétariat. Mais c'est pas ce qui correspond à la situation aujourd'hui. Et pour illustrer cela, et qu'est-ce que ça change dans la pratique aussi, c'est que dans une école où on a un groupe de collégiens, il y a une prof qui est une sympathisante qui est menacée actuellement par les fascistes. Et notre réaction, c'est d'appeler à une campagne de défense populaire de cette prof contre les fascistes. Et en fait, les gens répondent et on organise des rassemblements devant l'école où on montre la vraie relation de classe, où nous, on est beaucoup plus que ces groupuscules fascistes qui essaient de menacer, mais qui sont en fait minoritaires. Et le deuxième élément, c'est les succès, où on le voit pratiquement, c'est les succès des grèves de un jour, comme en France, que les syndicats ont organisé,
en résistance à la réforme des pensions et aux mesures d'austérité. Dans l'éducation, où en fait, il y a des rassemblements et des manifestations de masse où le gouvernement est loin de pouvoir appliquer la répression et dissoudre ces luttes et ces organisations qui les organisent, non? Qui est une preuve qu'il n'est pas dans la selle et qu'il ne peut pas appliquer son programme de répression comme il veut. Et en fait, l'erreur, si on identifie un régime comme fasciste ou bonapartiste, c'est qu'on met la classe ouvrière dans une position défensive. Parce que ça crée de la désillusion, parce que le bonapartisme, c'est une situation où la classe, elle a déjà perdu et elle est passive, non? Et du coup, cette fausse appréciation de la situation renforce les directions réformistes des partis et des syndicats qui, eux, paralysent le mouvement ouvrier avec l'excuse que c'est une situation réactionnaire et tout ce qu'on peut faire, c'est sauver les meubles. Et c'est dans une telle situation qu'on voit que l'hystérie de gauchistes et que l'application fausse des concepts protège en fait la pratique des dirigeants réformistes. Et du coup, c'est un gauchisme qui renforce un opportunisme. Et notre tâche aujourd'hui, c'est de montrer pourquoi cette position défensive des dirigeants syndicaux et réformistes est fausse, ne correspond pas au vrai rapport de classe dans la société. Et du coup, nous, on doit combattre l'inactivité de ces directions, parce que sinon, cette appréciation de la situation comme un bonapartiste qui est déjà au pouvoir devient une prophétie autoréalisatrice, parce que si le prolétariat reste passif, il a le chemin libre de se mettre en dessus et d'appliquer la répression. Et du coup, je saute une partie de la conclusion, mais ce que j'ai essayé de montrer, c'est pourquoi les modèles et l'application d'une théorie marxiste un peu poussée est utile, mais qu'il faut l'appliquer correctement et il faut vraiment pouvoir caser la réalité dans notre modèle, mais d'une manière subtile, où on prend soin des détails, ce qui est ce que Trotsky appelait au début, la réalité est toujours concrète. Non? Et moi, j'aimerais, dans cette situation aujourd'hui où on va devoir modifier nos appréciations de la société selon ce qui se passe vraiment, j'aimerais encore une fois citer Ted Krent qui dit quelque chose sur l'appréciation de la réalité. Il dit « La méthode marxiste consiste à examiner les choses dans les processus de changement et d'évolution, de nous préparer à des changements abrupts, des périodes de transition, caractéristiques centrales de notre époque, et de corriger et délimiter en conséquence, si nécessaire, nos caractérisations à chaque étape successive. » Et moi, je crois que c'est ça exactement notre tâche aujourd'hui, et c'est aussi la justification pourquoi il faut apprendre la méthode marxiste, parce qu'il est cette caractérisation correcte de la situation et notamment du régime et de l'État en place dans chaque situation est nécessaire pour développer une perspective, pour pouvoir savoir qu'est-ce qui va se passer dans le futur proche. Parce que nous, dans notre pratique politique, ce qui compte toujours, ce n'est pas seulement ce qui est maintenant, mais ce qui est notre perspective. Comment le régime, comment l'adversaire va se comporter dans le futur proche. Et nous, notre pratique, c'est toujours de se préparer à ça, d'appliquer aujourd'hui la pratique qui est nécessaire pour être prêt demain. Et c'est ça qui nécessite une méthode marxiste qui cale vraiment sur la réalité. Merci.